Je suis très honoré de pouvoir faire une conférence dans ce joli lieu. Et en effet, c'est en dialogue avec la démarche artistique que peut avoir Charlotte Gauthier-Vantour et avec des choses intéressantes que je vous inviterai à voir tout à l'heure dans ce qu'elle a réalisé. Donc je vois que les montagnards sont là, donc tout va bien. On est entre nous. Je m'appelle Eric Maréchal, je suis chercheur, je suis biologiste. Je dirige un laboratoire à Grenoble et on travaille sur tout un tas de choses, des organismes photosynthétiques, les algues, les plantes. Et j'ai travaillé pendant des années sur les algues des océans. Peut-être que vous connaissez l'expédition Tara Océan, donc il y a des choses qui m'intéressaient dans ce que faisaient mes collègues sur les océans. Et puis il y a quelques années, avec le directeur du Jardin du Lautaret, on s'est dit que oui, c'est bien d'être grenoblois, d'aller travailler sur des algues marines, mais on en a à côté de chez nous et finalement ces algues, elles sont très peu connues. Je pense que je suis comme vous, j'en avais entendu parler, je savais que ça existait. Il y avait cette histoire, est-ce que quand les neiges sont rouges, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est des algues? Voilà, un petit peu, je ronronnais comme tout le monde sur ce manque de connaissances. Et donc, avec plusieurs laboratoires grenoblois, on s'est posé cette question d'aller voir ce vivant. Et on a réalisé plusieurs choses. La première chose, c'est que c'était un écosystème qui était négligé. On avait peu de connaissances. Alors il y en a qui mettent les mains dans les poches en disant on a tout vu, on a tout fait, ça s'appelle comme ci, etc. Vous allez voir que je vais partager avec vous beaucoup de mon ignorance et de mes questionnements. Et en quelques années, on a vraiment énormément avancé. Alors pas tout seul, les chercheurs, on est toujours connectés à l'échelle internationale, mais finalement on n'est pas si nombreux que ça. Ça fait un petit club européen, plus quelques collègues aux États-Unis et au Canada, à se poser des questions sur cet écosystème. Donc le titre de la présentation, c'est « Les algues des neiges, un monde microscopique méconnu qui peuple les sommets des Alpes ». Et puis je vous raconterai un petit peu tous ces logos qui sont écrits au-dessus au fur et à mesure lorsque ça sera nécessaire. Donc tout d'abord, on se met en situation où on a tous vu de la neige, on la prend dans nos mains. Cette neige, elle tombe, elle est magnifique, elle fait comme des plumes, des petits cristaux, des choses très belles. Parfois, elle crépite de lumière lorsqu'elle vient de tomber. Il y a la poudreuse qu'on aime bien parce qu'on peut aller skier dedans. Ensuite, elle se transforme. Et quand on dit que la neige est vivante, souvent on va parler de cette transformation presque géologique de cet élément. Qui est quand même un élément assez bizarre. On a tous essayé de conserver une boule de neige au congélateur et on voit bien que ça se transforme. C'est difficile de travailler sur la neige, c'est fugace, ça fond dans nos mains, ça fond sur terre. On l'aime bien quand elle est blanche, alors que la vie de la neige fait qu'elle va aussi se colorer. Et qu'elle est liée dans un énorme cycle qui nous dépasse, qui est le cycle de l'eau. Et que quand on pense à la neige, il va y aussi y avoir les rivières, il va y avoir la pluie, les précipitations qui nous viennent des nuages. Un énorme cycle qui fait que sur cette planète, l'eau tourne, va sous forme liquide et puis ensuite remonte dans les nuages et une précipitation, et celle-ci la neige. Je n'évoquerai pas le contexte climatique que vous connaissez, j'en parlerai un petit peu, mais c'est un réservoir. C'est-à-dire dans ce grand cycle, ça ne tourne pas comme ça de façon permanente, ça tombe sous forme de neige et ça se conserve sous forme de glace, les glaciers. Ces glaciers, c'est un peu comme un goutte à goutte pour l'été. Normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. On met de côté en hiver cette glace qui va un peu fondre et ensuite alimenter les rivières. Et c'est ce grand cycle qui est actuellement bouleversé et que les enfants vont voir les choses se modifier. Le temps ancien que nous avons connu, qui nous rend peut-être tristes parce qu'on est toujours triste de perdre quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui va avoir de très très grands bouleversements dans les décennies qui viennent. Donc l'aventure humaine va être confrontée un peu à ça. Mais regardons cette neige et que voient nos yeux? On voit de la neige. J'espère qu'on en reparlera après ce temps ensemble. Vous regarderez ça de façon complètement différente. Même les vieux de la vieille qui connaissent bien la neige depuis tout le temps.
Parce que quand on prend de l'eau de l'océan, on se met au bord de l'océan, voilà, on a voyagé, on prend de l'eau de l'océan. Nos yeux voient de l'eau, mais on est tous éduqués, on a tous été à l'école, on a tous regardé la télévision, on a tous vu des émissions. On sait que cette eau, en fait, à l'intérieur, elle grouille d'une vie microscopique. Donc ça, c'est des collègues qui travaillent au laboratoire. Donc ça, c'est de l'eau de la Méditerranée. Il y a des millions de cellules dans ces mains qui viennent de prendre un peu d'eau. Donc nos yeux voient de l'eau, mais notre cerveau, éduqué, d'humain, sait que là-dedans, c'est vivant. Donc si jamais on veut jeter de l'huile de vidange, on ne va pas forcément tout de suite aller la mettre dans l'océan. Même maintenant, on prend conscience qu'une crème solaire, ça peut être une bombe qui tue tout ce monde microscopique. Donc quelque part, on a une forme de respect pour l'océan. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la neige? Nos yeux voient de la neige. Alors si on est un peu esthète, on va avoir cette vision assez belle du flocon de neige qui est tombé et qui a toujours une forme différente. Et puis si on est un peu pratique et qu'on aime aller skier, la neige, on peut la fabriquer avec un canon à neige. Donc la neige, c'est de la glace qui tombe du ciel et qui fait cet élément un peu ludique qui arrive tous les ans. Voilà. Après, en fonction de ce qu'on sait, on est plus ou moins instruit du cycle de la neige. On peut avoir une plus grande connaissance de la place de ça dans les grands cycles de l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, en tant que citoyen, on peut considérer est-ce que ça c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose. Moi, je ne suis pas là pour le dire et je ne vous dirai rien, je ne suis qu'un scientifique. On ira juste voir ce que c'est. Et alors, les neiges, de temps en temps, elles sont rouges. Alors, je vais passer quelques temps à vous parler de personnes anciennes. Alors, on va rencontrer comme ça, on va voyager dans le temps. Après, on voyagera dans l'espace, mais on va déjà un petit peu voyager dans le temps. Le fait que la neige soit rouge, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu à l'occasion de vos promenades en fin de printemps et puis en été. Vous avez vu des névés qui ont peut-être ces traces, ces dessins, ces calligraphies à la surface qui sont rouges. Vous aviez peut-être le doute, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est des algues, on en a entendu parler. Mais ça, c'est quelque chose qui est très ancien, qui date d'Aristote. Aristote, c'est ce monsieur-là qui a une barbe qu'on imagine souvent avec une barbe blanche, une toge, se promenant entre des temples antiques. On le mélange avec les autres philosophes. Et en moins 300 quelque chose, il a écrit un texte fondamental qui s'appelle l'Histoire des animaux. Aristote, donc on le mélange avec les autres philosophes, on a l'impression que c'est quelqu'un de compliqué. Si je vous dis Aristote, oh là là. Bon. Platon, celui qui était avant lui, oui, il est très très compliqué. C'est quelqu'un qui avait une vision du monde qui est très sophistiquée. Aristote, c'est le grand-père de ma discipline. C'est mon grand-père. Aristote, c'est l'inventeur de la biologie. Aristote, c'est quelqu'un qui passait son temps, il faut l'imaginer, dehors, à genoux, accroupi, regardant les choses, disséquant. Il a été le tuteur de Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était une cour très vivante où on avait tout un tas d'animaux, donc il disséquait les choses. Et un quart de sa production scientifique, de sa production littéraire, c'est des descriptions d'animaux, de la classification, essayer de comprendre comment toutes ces choses marchent. Il a fait aussi de la botanique, malheureusement ses textes ont été perdus. À côté de ça, il a écrit la Constitution d'Athènes, donc c'était quand même quelqu'un qui avait... Il est très connu pour sa dimension politique, et puis ensuite pour sa pensée du monde. Mais puis après, il s'est un petit peu trompé, il a pensé que le Soleil tournait autour de la Terre, par exemple. Il a été disqualifié a posteriori, parce que sa vision du monde était comme celle d'aujourd'hui, les scientifiques. Il n'y avait pas besoin d'un méta-monde, il n'y avait pas besoin d'un monde parallèle, il n'y avait pas d'hypothèse divine, il n'y avait pas d'hypothèse des idées. Platon, il avait une espèce de monde parallèle qui était le monde des idées. Et nous, nous ne serions que les marionnettes d'un monde parfait qui serait ailleurs, où notre esprit serait. Aristote, pour lui, l'esprit, c'est la production du corps, nous ne sommes que chimie. Sa chimie, à lui, elle n'est pas comme nous avec des atomes, hein. Elle est faite avec de la terre, du feu, de l'air, de l'eau, voilà.
Son traducteur en 1783 était très indulgent et cette indulgence, elle est très importante pour nous. Il dit que l'état des sciences au siècle d'Aristote n'était pas le même qu'aujourd'hui, en tout cas pas le même qu'au XVIIIe siècle. Et le monde nouveau que le microscope a créé pour nous n'existait pas pour Aristote. Il n'y avait pas de microscope. Invention de Galilée bien plus tard. Donc Aristote, quand il voyait des choses toutes petites, il ne savait pas ce que c'était. Moi, je vais vous emmener dans le monde microscopique. Aristote, le monde microscopique, il ne le connaissait pas. Donc quand les choses apparaissent, il pensait qu'elles apparaissaient. Donc il a aussi pensé la génération spontanée. Il pensait que les souris, elles apparaissaient d'un tas de paille. Voilà. Il lui manquait des éléments. Mais il faut être indulgent, il faut comprendre qu'il a fait une somme qui s'appelle l'histoire des animaux. Écrire ça dans l'Antiquité, ça donne juste des frissons. Et il écrit très bien, et c'est très fluide, et c'est très facile à lire, et c'est très agréable à lire. Moi, je vous invite à lire son texte. Alors, l'histoire des animaux, il dit, à un moment, parlant des insectes, il dit, il y a des animaux jusque dans les substances qui sembleraient pourtant être les moins corruptibles. Ainsi, il y en a dans la vieille neige. Voilà. Donc il y en a dans les névés, dans la neige fondante. En vieillissant, la neige devient de plus en plus rouge, et de là vient que les larves qu'elle contient sont rouges aussi, en même temps qu'elles sont velues. Voilà. Je vous montrerai quelques photos et on ira un peu dans les pas d'Aristote. Alors, ce livre, il l'écrit avec ce qu'il a vu lui-même. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui disséquait, c'était vraiment un biologiste. Mais il a fait aussi comme les scientifiques aujourd'hui, il prend ce qu'on lui a dit. Donc il dit, il paraît que, par exemple, il dit en Médie, voilà, il va rapporter des choses. Et en général, quand il rapporte des choses, c'est pas très précis et c'est bien souvent faux. Et puis, il y a le fait qu'il y aurait des animaux dans le feu. Bon, ça, comme il parle de la neige, voilà, il est grec, hein, il faut le comprendre, il va aussi parler du feu. Ce qu'il dit sur ce qu'on voit dans les animaux dans le feu, c'est faux. Il faut faire le tri. Du reste, ces larves et ces animaux cessent de vivre si on les tire les uns du feu, les autres de la neige. Aujourd'hui, lorsque dans mon laboratoire et dans les laboratoires internationaux, on essaie de faire pousser au laboratoire avec les meilleures techniques dont on dispose les algues des neiges, celle qui est majoritaire, on n'arrive pas à la faire pousser. Il nous l'avait déjà dit. Alors voilà, où est-ce qu'il a bien pu voir de la neige, hein? On est en Grèce, si on pense aux vacances en Grèce, il fait chaud, il y a des incendies en été. Voilà, bon. Alors cet homme, il est né, la Grèce, voilà, c'est ça aujourd'hui la Grèce. Quand on pense à la Grèce, c'est une partie continentale. Mais si on voyage dans le temps, la Grèce, c'est en fait cette mer, la mer Égée, avec un petit bout de Turquie, un peu de Grèce. Il est né en Macédoine. Et puis, il a fait un petit parcours. Les numéros, c'est dans sa vie, qu'est-ce qu'il a bien pu faire. Donc, Platon était plus vieux. Platon, il existait. Il avait fondé une académie à Athènes, qu'il faut imaginer comme une université. On y enseignait, on y faisait du sport, et puis on faisait des expériences. Il y avait des travaux pratiques. À 17 ans, donc il est né en 384, en 367, on compte à l'envers. À 17 ans, Aristote arrive à Athènes et c'est le meilleur élève de l'académie. Et puis il y reste 20 ans. 347, Platon meurt. Et au même moment, en Macédoine, Philippe II de Macédoine et Alexandre le Grand essaient d'envahir toute cette région. Donc, quand on est grec ici, on n'aime pas les Macédoniens. Lui, Aristote est macédonien, il est né ici, donc il est viré un peu, il doit partir d'Athènes, et il va se réfugier un petit peu au nord. Et en fait, très très vite, il va être recruté pour devenir l'enseignant d'Alexandre. Donc, le voici en Macédoine. Et si on devait comparer avec aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est enseignant-chercheur dans une université. Il est payé par l'État, il est payé par Philippe II de Macédoine. Voilà. Donc son statut aujourd'hui, c'est un enseignant-chercheur, peut-être un maître de conférence, parce qu'il a, voilà, il a son âge, à 40 ans, on va dire qu'il est peut-être professeur. Bien. Alors dans tout ça, où est-ce qu'il a écrit l'histoire des animaux? Il l'a écrit dans cette période où il est en nord, en Macédoine. Donc moi je me suis posé la question, où est-ce qu'il a vu des neiges rouges? Elles sont où les vieilles neiges? Il ne le dit pas dans son texte. Quand il entend quelque chose qui lui est rapporté, il dit en Médie ou dans tel endroit, en Anatolie. Par contre, quand c'est lui qui l'a vu, il ne dit pas où c'est.
parce qu'il y est. Donc, bon, moi je suis chercheur, un chercheur, ce que ça développe, c'est des méthodes pour chercher. Donc moi je me suis dit, tiens, où est-ce qu'on peut bien voir des neiges rouges en Grèce? Donc j'ai cherché les domaines skiables. Et en fait, il y en a, mais les domaines skiables qui sont en haute altitude, ben, il y en a véritablement deux, le mont Olympe et le mont Parnasse. Le mont Parnasse, c'est à côté d'Athènes, le mont Olympe, c'est juste à côté de la capitale de la Macédoine. Donc en fait, Aristote, il a vu ces neiges rouges sur le mont Olympe. Des larves rouges et velues, et non cultivables. Donc maintenant, on va voyager vraiment de très nombreuses années, et on arrive en 1760 à Chamonix, au premier séjour d'Horace Bénédict de Saussure. Alors je suppose que vous connaissez tous Horace Bénédict de Saussure. Donc c'est ce monsieur qui regarde en direction du Mont Blanc. Donc là, il a 20 ans. Il a 20 ans et il commence à rédiger des textes, et on a une chance folle. Le texte, quand je suis arrivé, en fait, il est juste ici. C'est le tome 2 de son voyage. À la page 44 du tome 2 de son voyage, il dit ceci. « Lorsque je montais pour la première fois sur le Brévent en 1760, ces pentes étaient encore couvertes de neige en différents endroits. Je fus très étonné de voir leur surface teinte par place d'un rouge extrêmement vif. » Nous avons ici la première description scientifique des algues des neiges. Et il avait un microscope. Microscope qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez voir au Musée des Sciences à Genève. Donc, au Musée des Sciences à Genève, c'est dans un parc, c'est très beau, et il y a un endroit où il y a beaucoup de microscopes du XVIIIe siècle, et il y a celui de Horace Bénédict de Saussure. Alors il voit que c'est une poudre fine, il voit qu'il se demande, comme Aristote, on dirait que c'est fabriqué par la neige, on dirait que ça vient de la neige. Et l'année suivante, il y retourne, il en trouve la même quantité et il en remplit un grand mouchoir. Alors après, il arrive toute une histoire avec ces échantillons, il a du mal à les garder, mais il fait des expériences. Donc ces expériences, elles sont très intéressantes. Il traite avec de la chimie de l'époque. Hein. Horace Bénédict de Saussure, c'est quelqu'un qui est dans une grande dynastie de scientifiques. Dedans, il y a des chimistes, dedans, il y a des physiologistes, et puis plus tard, il y aura des gens d'autres disciplines en sciences humaines. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il l'essaye avec un chalumeau, c'est-à-dire qu'il brûle. À cette époque-là, on ne savait pas trop comment faire pour savoir si quelque chose de microscopique était animal ou végétal. Alors un des moyens, c'était de le goûter. Voilà. Et puis il y avait d'autres méthodes. Une méthode, c'est on brûle et on respire. On sent quelle est l'odeur de la brûlure. Si ça sent le foin, c'est végétal. Si ça sent le poulet grillé, c'est animal. Donc lui, il essaye avec un chalumeau, essai par lequel il faudrait toujours commencer les analyses de ce genre, et je vis qu'il s'enflammait en répandant une odeur d'herbe brûlée. Première description que c'est végétal. Aristote, il pensait que c'était un animal. Là, on voit que c'est végétal. Et puis, cette matière végétale, il dit c'est vraisemblablement une poussière d'étamine, donc du pollen. C'est pas bête, parce que le pollen, c'est une cellule qui ressemble vraiment beaucoup à celle que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis il se pose la question, est-ce que le soleil lui donne cette couleur rouge? Intuition incroyable pour l'époque. Il a tout à fait raison. Alors on bouge, donc il n'est pas allé plus loin. Alors j'insiste quand même sur cet épisode. De Saussure, il avait 20 ans. Il n'avait pas de vêtements techniques de chez Decathlon. Il est monté là-haut avec les moyens de l'époque, des chaussures avec des choses en bois, des choses en cuir, des vêtements, les vêtements de l'époque, beaucoup de laine, c'était très lourd. Et il a fait des descriptions, il a fait de la zoologie, il a été précurseur pour ma discipline, et puis il a aussi complètement révolutionné la vision de ce que c'est qu'une chaîne de montagne. Et aussi il a inventé l'alpinisme. Et aussi il s'est observé, il a fait des fractionnés, voilà. Il a fait un kilomètre vertical, enfin, il a fait une altitude verticale. Donc il est inventeur de sport. C'est vraiment quelqu'un de très 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 riche pour la culture de montagne. Alors on va voir maintenant une autre personnalité, et puis après celle-ci elle est aussi assez amusante et importante, c'est John Ross. John Ross, c'était un navigateur, un militaire,
Alors, si je reviens sur, je refais un petit aparté. Aristote, payé par Philippe II de Macédoine et donnant des cours, enseignant-chercheur, payé par l'État. Horace Bénédicte de Saussure, aristocrate, comme beaucoup de scientifiques de l'époque, c'est une richesse personnelle qui lui permet d'avoir le loisir de faire de la science. Donc, quelque part, déjà, le statut social des scientifiques, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont issus des classes aisées. Mais bon, à cette époque, c'était un peu le cas pour tous, et ensuite, ils essayaient d'avoir un peu d'argent pour financer leurs expéditions. Monsieur Ross, c'était un militaire. Et lui, il a été militaire pendant les guerres napoléoniennes. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, on est un peu empoisonné par des personnalités hégémoniques en Europe qui nous occupent à faire la guerre ou à la financer ou à envoyer des armes quelque part. Et ça nous empêche de faire autre chose. Et ça nous fait dépenser inutilement et de l'argent et de l'énergie et des vies. Bon, Napoléon, c'était ça. On a passé 1815, Napoléon a arrêté d'empoisonner ce continent et on peut de nouveau faire de la science. Les Anglais qui sont, on va dire, supérieurs à toutes les autres nations concernant l'effort scientifique, et ça c'est vrai depuis de très très nombreuses années, ont déployé des efforts pour lancer des expéditions. Donc ce monsieur Ross, il a été commissionné pour aller chercher le passage entre le Groenland et le Canada. En 1818, à bord de 2 bateaux. Un bateau qui s'appelait l'Isabella et un autre bateau qui s'appelait l'Alexander. Il était à bord de l'Isabella et il y a quelqu'un qui s'appelle William Parry qui était à bord de l'Alexander. Et ils sont partis, ils ont customisé ce bateau, ils ont fait de sorte qu'il puisse affronter les glaces. Et il est parti chercher le passage entre le Groenland et le Canada. C'est ce qu'on appelle la baie de Baffin, Baffin's Bay. Il est parti, il était très orgueilleux, il voulait laisser son nom dans l'histoire, il y en a d'autres. Et quand il est parti, voilà, il a documenté plein de choses, il est parti avec des scientifiques, il est parti avec tout un tas d'instrumentation qui avait été pensée par des physiciens anglais. Il a fait beaucoup de découvertes, beaucoup de descriptions, des Inuits, voilà, il a vraiment collecté énormément d'informations. Et puis il a menti. Il a menti parce qu'en fait, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Il n'a pas réussi à trouver ce passage entre le Groenland et le Canada, le passage nord-ouest. Au lieu de rentrer et de dire « j'ai échoué pour cette question », puisque c'est pour ça qu'il avait été commissionné, il a menti. Il a dit « il n'y a pas de passage, j'ai vu une montagne qui fermait tout ça ». Donc Tom, il a été chercher ce passage entre le Groenland et le Canada, et puis il l'a dessiné. Il a dit « il y a les Crockers Mountains », les montagnes Crockers, qui ferment, il n'y a pas de passage. Bon, quand il est rentré, il a dit ça, il a écrit un magnifique livre. Donc je ne vous ai pas amené le livre en entier, j'aurais dû parce que ça aurait été bien, mais je vous ai amené une gravure aquarellée. Donc il a fait un ouvrage avec des gravures aquarellées de 1818, donc ce que je vais vous faire passer date de 1818. Et quand il est rentré, William Parry il a dit « non mais non, en fait on n'a pas vu de montagne, c'est un mensonge ». Donc toute la communauté anglaise s'est vraiment déchirée sur cette question, ça a fait le buzz. Et ça a été véritablement quelque chose de très important. Nous en France on n'en a pas du tout conscience, mais les Anglais, c'est vraiment quelque chose de culturellement très important pour eux, ce débat. Alors qu'il existe en effet des passages, et William Parry il a dit mais on a des courants qui viennent du nord, donc si c'est fermé on ne peut pas avoir de courant. Donc il y avait des arguments qui étaient assez forts. Bon, toujours est-il que voilà, il a été ridiculisé, mais dans son voyage vers le pôle Arctique, donc là je vous ai mis une traduction, il décrit des neiges rouges. Donc il a fait tout un ouvrage très très important. Comme il a menti, aujourd'hui on devrait dire c'est un mensonge, c'est un fake. Il faut rétracter la publication. C'est un ouvrage gros comme ça. Et on ne peut pas tout jeter. C'est des choses très intéressantes quand même. Donc 5 ou 6 milles plus loin, la neige qui couvrait les rochers, donc il décrit la côte, présente un phénomène assez singulier étant d'une couleur rouge foncé. On envoya quelques officiers sur le rivage et ils rapportèrent une certaine quantité de cette neige, etc. L'opinion générale des officiers qui l'examinèrent au microscope fut que cette matière devait être végétale. Bien.
Alors je vous le passe, il ramène ces échantillons en Angleterre, il les donne à quelqu'un qui s'appelle Wollaston, qui est un physicien qui a découvert le palladium. Et ce docteur Wollaston, qui est écrit ici, il fut chargé des analyses et il l'a distribué à tous les botanistes en Europe. On consulta l'encyclopédie de Rees au Mont-Neige et l'on vit que M. Saussure, qui en trouva de semblables sur les Alpes, attribue aussi cette couleur aux poussières de quelques plantes. Le capitaine nomma cet endroit Crimson Cliffs ou rocher cramoisi. Donc voilà. Donc ceci, c'est une gravure, je vais vous la faire passer. C'est une gravure des falaises qu'il a vues, les fameuses Crimson Cliffs. Il les a dessinées, c'est sur la base de son dessin que ça a été gravé et ce sont sur ces instructions que ça a été aquarellé. Donc c'est véritablement quelque chose, voilà. Ça va vous distraire, vous n'allez plus m'écouter pendant ce temps. Donc, en attendant que ça vienne, voici les fameuses falaises. Ça, c'est une autre représentation. Donc, on voit qu'en allemand, ça s'appelle Roter Schnee in der Baffinsbay. Et en allemand, on dit aussi Blutschnee, la neige de sang. En français, on dit le sang des glaciers. On me l'a dit. Je n'ai pas trouvé la source. Parce que je suis chercheur, moi je cherche. Je n'ai pas trouvé la source, c'est du langage parlé. Et étant langage parlé, je n'ai pas d'informations plus anciennes que le XXe siècle. Par contre, là, on a une gravure du XIXe siècle. Donc, Blutschnee, c'est plus ancien. Donc, on peut se dire qu'en effet, il y a une tradition orale qui fait qu'on appelle ça le sang, soit le sang des glaciers, soit le sang de la neige. Comme les capitales ne sont pas à la montagne et que les langues et les dictionnaires y sont écrits, eh bien, on est passé au travers. Voilà. Mais voilà, le sang des glaciers ou le sang des neiges. Voilà l'encyclopédie qui mentionne que c'est cette encyclopédie anglaise d'Abraham Rees qui rappelle donc la description faite par de Saussure et puis aussi par Louis Ramond de Carbonnières qui est le grand botaniste des Pyrénées. Wollaston distribue ça à des botanistes. Un monsieur qui s'appelle Franz Bauer, qui a fait des très beaux ouvrages avec des tulipes peintes. Peut-être que vous avez vu ces images. Quelqu'un qui est le grand algologue du XIXe siècle, qui s'appelle Karl Agard. Gardez ce nom en tête. Et puis Augustin Pyramus de Candolle, qui a un nom à coucher dehors, mais c'était le grand botaniste de Genève de l'époque. Et tous les botanistes sont venus voir ce qu'avait ramené monsieur Ross. Ça a véritablement été une excitation folle au XIXe siècle. Et on a du mal à imaginer ça. Et les gens voyageaient pour aller voir, parce qu'il avait ramené des échantillons. Et donc Pyramus de Candolle va voir ce monsieur Wollaston, et il dit qu'il gaspillait son temps et sa sagacité de son esprit. Il a passé une matinée avec lui à examiner au microscope la neige rouge du pôle que le capitaine Ross venait de rapporter. Et puis, M. Franz Bauer, qui est autrichien, mais qui se faisait appeler Francis Bauer quand il était en Angleterre, à Kew Gardens, a décrit cette première chose. Et il a vu ces cellules, ici, qui étaient toutes rouges. Et puis, il a vu d'autres petites cellules blanches. Et il a pensé que c'était un champignon, la rouille, un champignon qui est orange. Donc, il a dit, ben voilà, c'est un champignon. La rouille, ça se dit uredo en latin. Quand on donne un nom à une espèce, on donne deux noms. Nous, on est Homo sapiens, on est du genre Homo et de l'espèce sapiens. Le chimpanzé, c'est Pantroglodytes. Et puis, ce champignon, c'est la rouille Uredo nivalis, la rouille des neiges. Et puis, les algologues ont dit, non, ce sont des algues. Donc, ils les ont dessinées comme ça avec les cellules rouges. Et puis ici, tout un tas de petits points blancs qui sont on ne sait pas quoi. Et il a appelé cette algue Protococcus nivalis. Donc, il a changé le nom. Et quand on change le nom, quand on lit les noms en classification, en biologie, si jamais on change, eh bien, il faut mettre entre parenthèses le premier, et puis on change la date. Puis on met son nom. Parce que les scientifiques adorent mettre leur nom sur ce sur quoi ils travaillent. Et enfin, en 1903, quelqu'un qui s'appelle Nordan Wille a fait un grand mélange. Son article, moi je l'ai lu, c'est en allemand, en anglais, en norvégien et en latin.
Enfin, c'est une espèce de chose cousue de toutes sortes, et il a cousu plein de descriptions différentes, et il a appelé ça Chlamydomonas nivalis. Si vous avez un peu de culture de ça, parce que c'est un mot qui a beaucoup diffusé pendant de nombreuses années, vous la connaissez peut-être sous le nom de Chlamydomonas nivalis. Voilà ce qu'il a pu observer. Et pendant 115 ans, ça s'appelle Chlamydomonas nivalis. Et on ne se pose pas de questions. Et là, je vous ai résumé, j'ai pris le temps, hein, je vous ai présenté des gens, ça vous semble peut-être beaucoup, mais en fait c'est très peu. Je vous ai résumé toute la science qui a eu lieu pendant 200 ans. Et on marque Chlamydomonas nivalis. On a une photo ici qui a été colorée en rouge pour bien montrer que c'était elle. Et en fait, c'est une erreur qui est dans Wikipédia. Donc, il faut être dans la nuance. Souvent, on parle de fake, etc. La science avance par essai-erreur. Moi, je n'en veux pas aux gens du passé. Ce sont mes prédécesseurs, ce sont des géants. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de leur époque. Et puis, avec leurs arguments, ils ont fini par produire de la connaissance. Mais là, ce monsieur Villeux, il avait vraiment un peu poussé le bouchon. Il avait vraiment fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais bon, tout le monde y a cru et pendant 115 ans, on n'a parlé que de Chlamydomonas nivalis et on en était là. Voici les premières femmes de mon discours. Lenka Prochaskova, Linda Nedbalova et puis Thomas Leja, qui est leur compère. Ce sont des scientifiques extrêmement brillants. Alors Lenka et Linda sont des scientifiques très importantes de l'université Charles à Prague. Et Thomas Leja est donc autrichien. Ils ont regardé ces neiges colorées et puis ils ont utilisé l'outil moderne, c'est-à-dire l'ADN, l'outil que la police scientifique pourrait utiliser. Et grâce à ça, ils ont pu voir que cet ADN qui est représenté ici n'était rien de tout ce qu'on avait dit précédemment et il a fallu inventer un nom. Donc le nom qu'ils ont inventé, c'est Sanguina nivaloides. Et si vous devez repartir en montagne l'année prochaine et que vous voyez ça, c'est Sanguina qu'elle s'appelle, comme le sang. Voilà, et donc c'est un bloom. Ce qu'on voit, c'est lorsque les organismes microscopiques se donnent à nos yeux. Je vous rappelle, quand on prend de l'eau de l'océan, on ne voit rien. Mais il y a des moments où on les voit. C'est lorsque ces organismes se mettent à pulluler tellement que ça devient épais et que ça devient coloré. Donc on peut même les voir de satellite. Là, vous voyez, hein, c'est des algues, hein, tout ça. Des algues microscopiques. On les voit à l'œil. Là, c'est le lac Pavin, ça a différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle un bloom. C'est un déséquilibre lorsqu'une espèce microscopique se met à pulluler. Alors, il y a aussi des blooms qui sont d'algues, de macro-algues. Là, on parle de micro-algues, mais il y a les macro-algues. Donc, les sargasses qui font plusieurs milliers de kilomètres de long. On parle aujourd'hui de continents. C'est un phénomène assez récent à cette échelle. Donc, les sargasses qui sont sur les plages, les marées vertes, voilà. C'est ce qu'on appelle un bloom. Ça, c'est une mare dans une ferme dans ma famille. Voilà, j'ai pris en photo un bloom. Et voici un bloom d'algues des neiges avec un de mes collègues du jardin du Lautaret. Ça peut être très spectaculaire. Ce bloom, dans la neige, on va tout de suite arriver à une question qui est embêtante, c'est qu'il accélère la fonte des neiges et des glaciers. Un t-shirt blanc en plein soleil réfléchit la lumière et vous êtes au frais. Un t-shirt noir ou coloré, vous mettez en plein soleil, vous avez chaud. Les choses colorées captent l'énergie du soleil. Et cette captation d'énergie réchauffe. Donc la neige qui est blanc, il n'y a rien de plus blanc sur cette planète que la neige. Ça se mesure par ce qu'on appelle l'albédo, alba, la blancheur. C'est la capacité à réfléchir la lumière du soleil. C'est un miroir parfait, la neige. C'est pour ça que la neige reste neige. Si elle était colorée, elle fondrait vraiment très très vite. Dès qu'elle est un peu colorée, la neige fond. Il y a un phénomène actuel qui est le réchauffement atmosphérique, le changement climatique. Le réchauffement climatique provoque un réchauffement atmosphérique qui provoque déjà physiquement la fonte des neiges et le recul des glaciers. Donc on a en gros, depuis ma naissance, je suis né en 67, il y a 5 semaines de moins d'enneigement au-dessus de 2000 mètres par an.
Mais si ces algues augmentent en quantité, donc on a plusieurs hypothèses pour cela. On a l'augmentation du CO2 atmosphérique. On est passé de 300 parties pour million à ma naissance à plus de 400 parties pour million aujourd'hui. Ça fait une petite différence, mais ça fait plus de CO2 et les algues mangent, comme les plantes, mangent le CO2 pour faire leur matière. Donc c'est bon pour elles. Le réchauffement, elles peuvent être plus contentes dans la neige. Et puis ensuite, il y a toutes les pratiques agricoles qui peuvent faire qui peuvent vaporiser dans l'air des nutriments, un peu d'azote, un peu de phosphate. Nous, on le mesure après. Donc tout ça, ça fait qu'on a vraisemblablement une augmentation des microalgues. Je vais dire vraisemblablement. Alors j'ai beaucoup de discours très souvent et on me fait dire qu'il y a une augmentation. Je suis un scientifique. Vraisemblablement, il y a une augmentation. Pour pouvoir dire qu'il y a une augmentation, il faudrait 30 ans de mesure. Et actuellement, on ne les a pas, les 30 ans de mesure. Par contre, on a des témoignages qui disent qu'on en voit de plus en plus. Voilà. Augmentation des blooms. Et qui dit augmentation des blooms dit ça diminue l'albédo, puisque ça colore la neige. Là, je vous parlerai beaucoup des algues des neiges avec Sanguina. Il y a une autre algue qui est l'algue des glaciers, qui est pourpre noire. Tous les glaciers en sont couverts. L'intégralité des glaciers sont couverts de cette algue. Colore la surface et accélère la fonte. À peu près 12-13% de la fonte des glaciers du Groenland sont liés à la présence d'algues. Donc c'est pas neutre, c'est beaucoup. Alors voilà, donc on a 5 laboratoires qui sont unis dans un programme qui s'appelle Alpalga. Donc voilà mon laboratoire de physiologie cellulaire et végétale, le Jardin du Lautaret avec Jean-Gabriel Vallet, le laboratoire d'écologie alpine, donc ici c'est François Pompanon et la médaille d'or du CNRS a été donnée cette année à Sandra Lavorel qui vient de ce laboratoire, le centre d'études de la neige avec Marie Dumont qui est l'experte mondiale des impuretés liées au sable du Sahara. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision lorsqu'il y a le sable du Sahara qui vient. Elle connaît parfaitement l'impact que ça peut avoir sur la neige. Et puis Ghislain Picard de l'Institut de géosciences de l'environnement. Voilà, donc on a monté un consortium en 2017 pour commencer à travailler là-dessus. On a été financé à partir de 2021. Voici Adeline Stewart, qui est la première thésarde étudiante en thèse qui a travaillé sur ce sujet, en étant co-encadrée par donc moi-même, Éric Coissac du laboratoire d'écologie alpine et Jean-Gabriel Vallet du Jardin du Lautaret. Donc on a une approche multidisciplinaire, on essaie d'aborder la question avec toute la force de frappe de la science moderne. Et puis on y va. Alors bon, voilà, ça c'est pour vous montrer que c'est vrai, je vais sur le terrain et je vais voir les algues des neiges. Voici à quoi cela ressemble. Alors peut-être en avez-vous, qui en a déjà vu? Voilà. Donc je vous montre des choses que vous avez déjà vues. Voilà, ça ressemble à ces giclées de sang à la surface de la neige. Alors je vous rappelle, hein, pour Aristote c'est velu, hein, ça fait des petits picots, hein, ce qu'il a décrit est pas bête. Et puis là vous avez la différence entre du sable, le sable c'est une couche, et en effet la présence du sable ça diminue l'albédo, et donc ça fond plus vite, et donc ça fait des coupes comme ça donne ce côté matelassé en lecture de la neige. Voilà, la neige qui fond, elle a ce côté matelassé et on rencontre la couche de sable. En revanche, les algues des neiges, ça se développe avec une logique qui est différente, une logique vivante, et ça provoque une fonte, mais une fonte qui va avoir une circulation, des tracés. On y va, on cherche dans la colonne de glace, et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsque les organismes microscopiques ne se donnent pas à voir. Quand c'est rouge, ça se donne à voir à nous. Donc c'est un moment important, je suppose que vous avez été ému quand vous avez vu ça. Mais il faut savoir que c'est comme l'océan, il faut aussi regarder la neige blanche comme on regarde l'océan et l'eau qui nous semble pure. Voilà, donc on récupère ça dans des tubes. Vous voyez ici la quantité, hein, c'est très important, c'est une biomasse extrêmement importante. Quand la neige a fondu, ça va alimenter le sol. Donc ça a une raison d'être dans des grands cycles qui vont intéresser d'autres écosystèmes. Et puis on va au laboratoire. Alors là, on commence par regarder de la neige avec du sable. Voilà à quoi ça ressemble au microscope. Donc on voit des jolis grains de sable. Je vous présente l'Afrique, hein, ça a voyagé. C'est de l'Afrique qui vient chez nous par les airs. Et puis de temps en temps, on voit des grains de sable et au milieu de ces grains de sable, ce rubis.
cette cellule toute rouge. Donc voici Sanguina nivaloides. Cette photo, c'est la première fois que j'en ai vu. Voilà, je vous la montre, c'était assez important. Voici Jade Ezzedine, qui est post-doctorant, chercheur CNRS en contrat, et qui travaille sur ces organismes dans le cadre du projet Alpalga. On est allé sur le mont Olympe en 2022 et on a trouvé des neiges rouges. Donc on a fait l'exploration, on voulait vérifier, on ne savait pas si on en verrait. On est allé et on en a trouvé. Bon voilà, donc ça c'est aussi un moment assez important parce qu'on a le lien avec une description de l'Antiquité. Au Mont Brévent, on y va tous les ans et on va chercher les échantillons correspondant à ce qu'a décrit de Saussure. Là, c'était en 2023, en août 2023, donc il nous manquait les échantillons du Groenland. Donc grâce à Greenlandia, qui est une initiative visant entre autres, à aider à faire de la science au Groenland, en étant en contact avec les populations qui y habitent, donc les Inuits. Donc voilà, la première étape qu'on a pu avoir cette année a été de voir si on trouvait des algues des neiges. On en a trouvé partout. On est allé chercher sur la surface des glaciers, on a trouvé des algues des glaciers. On est allé chercher sur les icebergs, sur les morceaux de glaciers qui flottent dans les océans. Et je peux vous le dire, puisque ça date d'hier, on a trouvé des algues sur ces icebergs. Donc voilà, toutes ces populations, on les étudie maintenant à tout un tas d'endroits. Et puis, on est soutenu par Kilian Jornet. Donc Kilian Jornet, il mouille la chemise et il va aussi chercher des échantillons. Et il en a donc collecté en Norvège. Et un véritable océan se découvre parce qu'en fait, on voit en effet des cellules rouges, mais on en voit aussi des vertes, on en voit de toutes sortes, de toutes couleurs. Mais la plus importante, elle est rouge, la plus abondante, elle est rouge. Parce que dans un bloom, c'est une qui prend le dessus par rapport à toutes les populations. On prend des boîtes de pétri, on met dessus nos neiges rouges, on fait pousser et on voit des choses qui poussent. On voit des choses vertes qui poussent. Donc dans cette population mélangée, il y a les algues principales, Sanguina, qui restent sans pousser sur nos boîtes de pétri. Et puis il y en a qui étaient minoritaires et qui se révèlent et qui se développent. Et ça nous permet de voir comme ça tout le monde. Alors on en voit avec, ici vous avez par exemple des algues, vous avez des bactéries aussi. Là vous avez une qu'on a trouvée véritablement partout, qui est ici au sommet des montagnes, qui se trouve au pôle nord, au pôle sud. Et on a une collection comme ça d'algues qui ont des formes différentes. C'est donc un véritable océan. La neige blanche est peuplée de ces organismes. Est-ce que la neige n'est peuplée que d'algues? Voilà. Ça, ce sont des bactéries. Donc il y a des cellules d'algues, mais il y a aussi des bactéries. C'est un autre groupe vivant. Ça, c'est un protozoaire. Donc vous avez du phytoplancton et du zooplancton. Voilà, c'est ça les choses analogues avec l'océan. Vous avez donc un protozoaire, vous voyez des bactéries et puis vous voyez les algues. Alors d'où viennent-elles? Alors quand on regarde, si vous êtes familier maintenant, eh bien on voit comme des espèces de courants. Donc elles suivent des courants dans la neige. Et puis lorsqu'on y va à différentes périodes, on va les retrouver au même endroit. Donc vraisemblablement elles viennent du sol. On pourrait se dire est-ce qu'elles viennent du vent? Peut-être qu'elles viennent du vent, mais ce n'est pas suffisant pour justifier de cette ampleur. Elles ont une partie de leur vie dans le sol. Et puis ça c'est de la neige, regardez en gros. Vous voyez là les petits courants? En fait la neige fondante c'est des cristaux de glace avec des petits courants microscopiques d'eau. Il y a 10% d'eau liquide dans la neige, dans les névés de cette période. Donc les algues se baladent à l'intérieur de petits courants d'eau. Et puis lorsqu'on regarde, ça c'est un travail qui est fait par les collègues de Météo France. Donc ils prennent de la neige et ils peuvent voir la structure tridimensionnelle de la neige. Et chaque petit point noir, ce sont des algues. Et les algues, elles sont sur le bord des cristaux de glace, dans ce petit courant d'eau qui est à la surface, face à l'air, pour pouvoir attraper le CO2.
Donc c'est vraiment une structure très compliquée, mais qui est tout à fait adaptée à vivre dans la neige. Parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que c'est que vivre dans la neige? Et bien voilà, ça c'est des éléments de réponse. Ça, ce sont des choses qu'on vient de publier là, cette année. Et où est-ce qu'elles vont après la fonte? Et bien ça fond, et là vous voyez cette galette. Et ici vous voyez cette chose-là. Alors je vous rappelle, hein, Aristote, il voit des larves, il voit des vers rouges, velus. Donc on peut comprendre qu'Aristote puisse voir ces choses-là et les décrire ainsi. Est-ce que les algues sont dans leur écosystème préféré ou est-ce qu'elles ne font que résister? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des algues des neiges ou est-ce que c'est juste des algues qui étaient dans le sol et puis bon, voilà, il neige sur elles? Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une enquête de police scientifique. On va regarder où elles sont. Donc on a pris 5 endroits des Alpes et puis on est monté tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, et on a creusé le sol et on a regardé l'ADN et on a regardé qui était passé par là. Ce faisant, alors ne le regardez pas, hein, c'est un article scientifique, donc on est allé de 1000 mètres à 3000 mètres d'altitude et à chaque fois qu'on a vu une algue, on a mis un petit bâton avec notre ADN et on voit qu'il y a des algues des vallées, des algues qui sont un peu distribuées partout, et puis Sanguina qui n'est qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc ça c'est notre premier indice, c'est véritablement des algues qui vivent dans l'étage où la neige se trouve en grande quantité. Vous n'en aurez pas dans votre jardin. Donc voilà, grâce à la zonation, hein, vous connaissez ça, il suffit d'aller dehors et vous voyez l'étage des forêts, vous voyez ce qu'on appelle la ligne des arbres. Eh bien les algues des neiges sont au-dessus de la ligne des arbres. Ici, Sanguina. Alors ça c'est un point important. Les algues généralistes devraient survivre au raccourcissement de la saison des neiges. Par contre, si la saison des neiges disparaît, et c'est ce qui va se passer, on va avoir un raccourcissement extrêmement important. On a un problème avec Sanguina, c'est que Sanguina, s'il gèle, elle ne se développe plus. Si elle gèle, c'est un peu contre-intuitif parce qu'elle est dans la neige, mais en fait elle est dans un écran thermique. La neige, ça protège. Si vous vous promenez et qu'il neige, eh bien, il faut vous mettre dans la neige, il ne faut pas rester dehors, vous allez geler. Si on enlève la neige, le sol gèle. La neige sur le sol, ça protège. Donc tous les éléments dont on dispose montrent qu'elle est sensible au très grand froid, au gel. Après, dans celles qui poussent, les petites vertes, là, il y en a qui résistent. Alors voilà, on caractérise les espèces inconnues. Alors qu'est-ce qu'on fait? On détermine les génomes. Donc ça, c'est une activité qu'on a. On a maintenant une quinzaine d'espèces. On a 5 génomes qui ont été complètement séquencés. Ces travaux n'ont pas encore été présentés à la communauté scientifique, mais on va le faire prochainement. Et puis, on essaie de comprendre comment vivre dans la neige. Donc, on utilise pour ça de la microscopie électronique en 3 dimensions et on regarde les cellules à un niveau de résolution comme si on pouvait atteindre des résolutions au nanomètre près. Et ça nous permet de voir ces cellules avec leur cortège de bactéries. Et puis ensuite, on peut, alors je ne vous explique pas ce qui est dedans, mais pour nous, ça nous parle. On peut voir comment ces cellules sont structurées, sont architecturées, et c'est une architecture qui est absolument adaptée à la vie dans la neige. Les cellules sont capables de récupérer la lumière qui vient du haut, du bas et des côtés. Habituellement, les algues, ou vous avez l'habitude d'organismes photosynthétiques comme les arbres, ça fait des panneaux solaires tout plats. Et puis qui se mettent de façon perpendiculaire à la lumière du soleil. Et puis les algues, elles ont à l'intérieur d'elles des petites structures qui ont cette même organisation perpendiculaire à la lumière incidente. Eh bien, Sanguina, elle met ses panneaux solaires dans toutes les directions. Parce que la neige, c'est un palais de glace, ça renvoie de la lumière dans tous les sens. Voilà, donc on avance dans comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la neige. Et on voit qu'à l'échelle microscopique, eh bien, il y a des tas de choses qui sont adaptées. Ensuite, sur certaines algues qu'on sait faire pousser au laboratoire, là je vous présente, eh bien, on sait maîtriser les conditions pour les voir devenir orange, c'est-à-dire pour les voir accumuler cette molécule rouge ou orange, caroténoïde, qui les protège des effets du soleil. Et puis là, bon ben,
c'est une autre algue encore, une espèce cultivable. On a des conditions dans lesquelles, n'essayez pas de comprendre, donc c'est la cellule. Lorsqu'elle est proche de la surface de la neige, elle accumule ces espèces de choses blanches, c'est de l'amidon. C'est une réserve de carbone qui est l'amidon, c'est ce qui est dans les pommes de terre. Et puis quand elle est éclairée par de la lumière bleue, comme si elle était un peu en dessous dans la neige, eh bien, elle se met à changer complètement. Elle accumule cette chose grise qui est de l'huile. Je vous rappelle que les pommes de terre, elles tombent au fond de la casserole et que l'huile, ça monte au-dessus. Donc quand on est à la surface de la neige, ces cellules, elles accumulent des choses qui leur permettent de rentrer dans la colonne de neige en allant vers le bas. Et quand on est à l'intérieur de la colonne de neige et qu'on est éclairé en bleu, ces cellules accumulent quelque chose qui leur permet de flotter et de monter à l'intérieur de la colonne. Donc on a des mécanismes microscopiques qui permettent de peupler toute la colonne de glace, toute la colonne de neige. Alors ensuite, c'est un défi, c'est de comprendre les liens avec le réchauffement climatique et les bouleversements environnementaux. Ça, je ne détaille pas, mais c'est ce que font mes collègues du Centre d'études de la neige avec des mesures d'albédo et des connexions avec la présence des algues. On n'est pas loin de la fin. Je vous ai raconté, là, je vous ai donné un état des connaissances, mais vous avez vu qu'on a quand même pas mal avancé, c'est-à-dire depuis ces quelques pages du 19e siècle et du 20e siècle où on a fini par une algue. Aujourd'hui, on est face à une collection, une biodiversité. C'est pas aussi riche que l'océan, mais c'est un milieu qui est extrêmement riche. Et la question qui se pose, est-ce que ce n'est pas un héritage de l'âge de glace ? C'est-à-dire, ces algues, comme elles sont dépendantes de la neige, elles n'ont pu traverser le temps que si la neige a toujours été présente. Donc ici, vous avez une image qui illustre ce que pouvait être le dernier âge glaciaire, c'est-à-dire une calotte de glace qui descendait jusqu'au nord de la France, et puis avec des très grands glaciers. Alors, je ne sais pas quelle était la situation ici, mais à Grenoble, il y a 40 000 ans, il y avait 1 kilomètre de glace au-dessus de la tête des gens. C'est un glacier assez épais. Il y a eu donc différentes périodes de glaciation et ici, très très proche de nous, il y en a une dernière et cette dernière, on considère qu'elle a à peu près arrêté vers 17 000 ans et qu'ensuite on est dans ce qu'on appelle une période interglaciaire. Et ce dernier âge de glace, c'est celui qu'on appelle l'âge de glace des dessins animés. Donc, les mammouths, nous en tant qu'espèce, on les a rencontrés puisqu'on les a dessinés sur les cavernes, à Lascaux, voilà. On les a chassés, comme tout grand animal. Tout animal qui est de taille supérieure à l'humain, partout où on a mis le pied, on les a tués. Donc ceux-là aussi. Alors peut-être qu'ils devaient disparaître aussi pour d'autres raisons. Mais bon, partout où on est passé, les gros mammifères n'ont pas survécu. Donc on considère que la disparition c'est vers moins 4000. Et là voilà, on a des images d'artistes qui nous permettent de nous donner voilà, une image. Moi je suis facétieux et j'y rajoute ça. Et vous avez eu la chance de rencontrer des mammouths. Vous avez eu la chance de rencontrer un héritage de cette époque-là. Alors évidemment, la calotte glaciaire, elle est allée dans son refuge polaire. Elle est allée se cacher là-haut. Mais elle a laissé un peu une arrière-garde au sommet des montagnes, voilà, des îles. Et dans ces îles, lorsque nous on y va, eh bien, on rencontre l'âge de glace. Alors on y rencontre le lagopède, on y rencontre le lièvre variable et on y rencontre Sanguina, qui sont véritablement des organismes qui sont un vrai patrimoine pour nous, pour vous, et une chance folle lorsqu'on peut les voir. Donc un devoir pour les générations présentes, c'est-à-dire les générations présentes, envers les générations futures, c'est de faire progresser les connaissances sur un écosystème négligé dans un contexte d'urgence climatique, puisqu'ils font devant nos yeux. Donc voilà, dans le lot de sites que moi je vais surveiller avec mes collègues, il y en a un que j'ai sélectionné qui est le glacier de Saint-Sorlin, et il y avait d'autres options. Mais je l'ai pris parce que mes collègues m'ont informé qu'il n'en avait plus que pour 50 ans. Il avait la période de vie de ce glacier, elle a été corrigée et on a en gros pour 50 ans.
Moi, je me suis dit, avec un peu de chance, je vais vivre jusqu'à 105 ans. Donc, et lui, malheureusement, avec un peu de malchance, il va vivre. Donc, je me suis dit, c'est mon compagnon d'infortune. Et donc, on va collecter des échantillons d'algues des neiges sur sa surface, puisqu'il y a des névés à la surface des glaciers. Mais bon, c'est une vraie tristesse et c'est très important que les enfants d'aujourd'hui aillent voir des glaciers là où ils peuvent. Et qu'on emmagasine dans notre vécu cette rencontre. Comprendre les liens entre l'écosystème neige et la biosphère dans son ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure que, après tout, on pourrait se dire, la belle affaire. Voilà, ça va fondre. La belle affaire. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas tout. Et entre autres, les liens qu'il y a entre les écosystèmes. Donc la disparition de cet écosystème, je vous ai dit, ça fait une espèce de galette, c'est de la biomasse. Il y a une partie du cycle qui est dans la terre en été. Donc on ne sait pas quel est l'impact que la disparition de ces espèces-là, en particulier Sanguina, qui va disparaître de ces zones-là, on n'a pas la connaissance encore de l'impact que ça peut avoir. Comprendre les liens entre l'écosystème neige et la culture des populations de montagne. Parce que voilà, nous aussi, on fait partie de ces systèmes-là. On est en train de perdre quelque chose. Et puis, par exemple, donc le sang des glaciers, voilà, c'est une mémoire. Elle est fugace, j'arrive même pas à savoir d'où vient ce mot. Mais c'est une mémoire. Donc voilà, on la transmet. Et puis, diffuser ces connaissances relatives à un patrimoine commun au plus grand nombre. Une dernière avant de finir. Je vous donne le texte en anglais de ce monsieur Ross. I caused some of the snow to be dissolved. J'ai dissous un peu de cette neige. Elle était terreuse, boueuse, comme un porto, donc un peu comme la lie de vin. Donc c'est vrai que et ça se dépose comme un sédiment. Donc moi dans mes tubes ça fait exactement ça. Et on en a conservé dans 3 états, soit dissoute et mis dans des bouteilles. Alors vous pourrez aller voir dans l'exposition. Il y a une ampoule en verre et Charlotte a mis un peu d'algues dans cette ampoule en verre. Quand elle l'a mis, c'était rouge. Je vais faire appel à votre œil de lynx et vous allez bien regarder et vous allez voir que toutes les cellules sanguinas sont en effet mortes, elles sont devenues grises. Et vous allez voir celles qui ont survécu. En fait, il y en a des petites vertes qui se développent, elles en profitent pour apparaître maintenant que ça a été conservé comme ça. Bon, mais c'est dissous et mis en bouteille, ou alors après séché. Bon. En botanique, c'est ce qu'on appelle un type. C'est pas un sale type ou un bon type, c'est un type. Le type, c'est quand on décrit une nouvelle espèce, on prend un échantillon, on le met dans un herbier ou dans un lieu très important où on sait que ça va être conservé. Et ensuite, quand on voudra définir les espèces qui appartiennent, on ira voir cette archive. Donc le type a été donné à ce docteur Wollaston. Et ce docteur Wollaston, je vous ai dit, il l'a donné à plein de botanistes. Donc je suis chercheur, donc j'ai cherché. Je me suis dit, il est où ce type? Alors j'ai cherché, j'ai appelé mon collègue de Kew Gardens. J'ai un collègue qui s'occupe de la collection de graines. J'ai dit, t'aurais pas quelque part un meuble avec marqué John Ross, ne pas jeter, ou alors Franz Bauer, ne pas jeter, même en allemand. Voilà, bon, il cherche, il a cherché à Kew, il a cherché à Londres, il n'a rien trouvé. Alors après, j'ai écrit au musée. Donc j'ai écrit au musée de Greenwich, qui possède presque tout les biens de ce monsieur Ross. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien. Il y a 2 autres musées, parce que cet homme est écossais, donc il y a 2 autres musées tenus par l'Écosse, ils n'ont rien trouvé. Bon, j'ai cherché Franz Bauer en Autriche, en Allemagne, les choses n'ont pas été conservées du fait de la guerre. J'ai cherché le mouchoir de Saussure, donc j'ai écrit à Genève. Bon, non, ils ont 27 objets, mais il n'y a pas celui-là. Il y a le microscope, c'est déjà bien, mais il n'y a pas ça. Et puis j'ai cherché chez Karl Lagarde, ce grand algologue. Alors bon, l'herbier de Karl Lagarde. Alors j'ai écrit à Lund, parce qu'il a fondé le jardin botanique de Lund. J'ai dit, est-ce que vous n'auriez pas quelque part un vieux meuble avec marqué
Karl Lagerfeld, ne pas jeter. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, ah non, non, on n'a pas ça, mais par contre, tout ce qui appartenait à Karl Lagerfeld a été transféré à l'herbier royal de Suède. Il m'a donné un contact. Et là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, on n'a pas un vieux meuble, on a une armoire en fer. Voilà. Donc maintenant, je vous montre un petit peu ces choses-là. Donc une armoire en fer. J'ai récupéré des choses qui étaient écrites Protococcus nivalis. Donc là, c'est marqué en latin. C'est marqué, ça vient de la baie de Baffin. Ça a été confié à quelqu'un qui s'appelle Berzelium, depuis quelqu'un qui s'appelle Wollaston. Et là, c'est marqué, alors moi je ne suis pas latiniste, hein, Exicatione cinerascens, ça veut dire c'est devenu tout gris, comme de la cendre, un peu comme l'ampoule que vous avez en bas. Donc Wollaston, et puis ensuite l'échantillon il a été donné à Wollaston, ensuite à Berzelium, à Aagaard. Et puis j'ai aussi un petit caillou qui vient du Captain Parry en 1822, quand lui il est retourné, vous savez c'était le 2e officier. Donc il est retourné, il a ramené des échantillons. Donc j'ai récupéré ça. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Georges-François Reuter qui est allé sur le site du Mont-Brévent et qui en 1839 a pris de la neige. Et tous ces gens l'ont déposé sur du papier buvard. Donc j'ai de la neige de 200 ans, pas conservée au frigo, pas conservée au congélateur, mais conservée sur du papier buvard. Et cette neige, je suis allé dans un laboratoire, une salle blanche, un laboratoire qui travaille sur l'ADN ancien en Angleterre, à Warwick. Et je peux vous le dire parce que j'ai reçu la nouvelle tout à l'heure. Donc l'ADN a été extrait et là, il est parti pour être séquencé. Donc on va savoir ce que ces gens regardaient. Parce qu'on a un gros trou dans la science, c'est qu'on a des choses décrites en 1818 et puis en 2019, donc 200 ans plus tard, on a un nom. Donc moi, j'aimerais bien savoir si on peut dire que Sanguina nivaloides est bel et bien ce qui a été vu par ces gens et donc qui a été rapporté par John Ross. Et ça, l'année prochaine, je pourrais vous le dire. Et encore une, pour finir. Voilà, on a un concours photo de sciences participatives. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé parce que je vous ai dit qu'on voulait savoir si ces blooms étaient de plus en plus fréquents. Pour ça, l'outil de choix, c'est l'imagerie satellitaire. Donc il y a Sentinel-2, qui est un satellite qui capture des couleurs. Donc les travaux avancent bien au Centre d'études de la neige. Il y a un étudiant qui actuellement est en train de traiter ces images satellitaires pour bien identifier des algues des neiges vues par satellite. Mais on a une gamme d'études qui nécessitent d'être validées sur le terrain. Et pour ça, on s'est dit, on va faire participer les gens. Alors je vous invite, et si vous avez des photos, je vous invite vraiment fortement à les déposer sur ce site. Ensuite, on va les représenter sur une carte. Ensuite, il va y avoir une sélection des plus belles photos sur un plan esthétique ou sur un plan d'intérêt scientifique. Mais on aura de toute façon cette collection et ça va nous permettre d'établir comment cet océan de la neige, cet océan fugace, qui date de l'âge glaciaire, se distribue aujourd'hui sur la planète. La science change notre rapport au monde, donc je suppose que maintenant vous allez regarder la neige différemment. Et je vous remercie de votre attention. Y a-t-il plus d'algues maintenant qu'avant ? Alors moi, quand je demande aux gens qui sont dans la montagne, parce que moi je suis un homme de la plaine, j'entends on en voit de plus en plus. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des épisodes. Il y a eu 2017, il y a eu 2021. 2021, l'Oisan était tout rouge. Et que pour dire une tendance, c'est comme pour le climat. Le climat, il y a le climat et la météo. Le climat, c'est une tendance d'augmentation de température, mais on peut avoir une vague de chaleur l'année dernière, une vague de chaleur cette année. Elles sont très importantes, ces vagues de chaleur, puisqu'elles ont fait perdre en épaisseur la surface des glaciers. Mais de la même manière, les blooms ont une fréquence, et pour ça, il faudrait qu'on arrive à sortir de ces pics et de ces montagnes russes.
Dans les océans, ça a été démontré, ça a été publié cette année dans Science, il y a de plus en plus de blooms. Voilà, les blooms océaniques, il y en a de plus en plus. C'est des équilibres des écosystèmes microbiens. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Là, quand je suis allé au Groenland, j'en ai vu dans tous les névés. Strictement tous les névés que j'ai vus, il y avait des algues. Mais en même temps, on voit ce qu'on cherche. C'est-à-dire que ce phénomène, on commence à en parler, les scientifiques s'investissent pour le dire, et les pratiquants de la montagne sont de plus en plus instruits, donc leur œil s'aiguise. Et donc eux-mêmes le voient de plus en plus. Voilà. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'il y a deux faces. Il y a une face qui est merveilleuse, on voit le monde microbien, c'est rare, et on voit un monde ancien. Et en même temps, il y a le visage négatif, c'est que ça accélère la fonte. Donc ça détruit le milieu qu'on aime bien voir. Voilà. Mais c'est pas les algues qui détruisent, c'est le réchauffement climatique. C'est nous. Les algues servent-elles à quelque chose? Alors, les algues, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Donc, rien ne sert à rien dans la nature. Nous ne servons à rien, les algues servent à rien. C'est juste le combat planétaire a existé. Nous sommes l'orchestre du vivant et chacun joue sa partition pour soi. Et chacun essaie, et ça crée un équilibre. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Un écosystème, ce n'est qu'un équilibre d'espèces égoïstes. Et ensuite, il y a des espèces qui en mangent d'autres, voilà. Donc c'est dans la musique du vivant, c'est cette partition-là qui est jouée. Et quand je dis qu'il y a un déséquilibre, c'est que des fois, voilà, il y a certains instruments de musique qui vont jouer plus fort. Donc dans le bloom, ça va apparaître plus. Maintenant, à quoi ça sert? Eh bien, elles ont leur place dans cet équilibre merveilleux. Et elles sont mangées par d'autres, et elles sont ce qu'on appelle des producteurs primaires, c'est-à-dire elles sont la porte d'entrée du vivant, parce qu'elles vont, grâce à la photosynthèse, attraper le CO2 et fabriquer du sucre. La porte d'entrée dans le vivant, ce sont les plantes et les algues. S'il n'y a pas de plantes et il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de vivant, parce qu'elles attrapent le CO2 de l'air et elles font du sucre avec. Et ensuite, les champignons, les animaux qui mangent les animaux, nous ne sommes que des profiteurs de ces producteurs primaires. Donc on les appelle producteurs primaires. Ensuite, il y a ceux qui broutent. Donc il y a des petits insectes moi, que j'ai vus qui se promènent dans la neige. On va dire que ce sont les brouteurs. Donc on peut les appeler les consommateurs primaires. Puis après, ces insectes-là vont se faire manger par d'autres, consommateurs secondaires. Et dans ce jeu de qui mange qui, on finit par nous, par exemple. Ce qu'on appelle le réseau trophique ou la chaîne trophique, le réseau alimentaire. Des fois, ce réseau est très court. Par exemple, les grandes baleines qui font 30 mètres, elles mangent du krill qui est grand comme ça. Donc, et le krill, il a mangé des algues. Donc le krill il est rouge parce qu'il a mangé des algues, tout ce qui est coloré, les caroténoïdes, nous on les trouve essentiellement dans la nourriture, des carottes. Mais dans le monde vivant, les crevettes, les flamants roses, tous ces animaux qui se colorent, trouvent ça dans les algues. Donc par exemple, voilà, on peut avoir des insectes qui mangent ça. Et si ces organismes sont fragilisés, si les algues sont fragilisées, très très vite les animaux souffrent. Très très vite. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière, on a vu que les sardines en Méditerranée avaient diminué de taille. Non pas parce qu'on les pêche plus, mais parce qu'il y a moins de plancton. Il y a moins d'algues. C'est très très vite, les sardines elles diminuent de taille. Donc c'est ce socle, c'est le socle du vivant. Donc à quoi servent ces algues? Elles sont le point d'entrée de la vie dans ce monde microbien. Mais ce monde microbien, il est ensuite, très très vite, il arrive au monde des organismes de notre taille. Vous dites que si la neige se retire, elle disparaisse. Si la neige revient, est-ce qu'elle revienne? Alors là, il faudrait... Alors, on n'a pas le recul. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'en trouve pas là où il n'y a pas de neige.
Donc quand on fait notre enquête avec l'ADN dans le sol, on ne les voit qu'au-dessus de 2000 mètres, au-dessus de la ligne des arbres. Et ensuite, quand on monte vers le monde arctique ou quand on descend vers le monde antarctique, il y a aussi une limite des arbres. Donc il y a la taïga et ensuite il y a la toundra. Et en dessous, voilà, il y a un mur climatique de conditions environnementales que l'arbre n'arrive pas à traverser. Et quand on bascule dans ce monde de minéral, de neige, de glace, il y a encore la lande, il y a encore des organismes un peu trapus qui arrivent à combattre, donc des petites plantes en coussin, des lagopèdes, voilà, bon, il y a encore quelques organismes comme ça. Puis ensuite on arrive dans un monde qui nous semble à nous que minéral, mais là c'est le monde microbien qui le peuple. Donc si cette ligne des arbres, au Groenland, on a des fossiles de forêt tropicale. Hein. Donc il y a eu des moments où la Terre était très très chaude à ces endroits-là. Donc si la ligne des arbres, elle bouge, c'est-à-dire si ça se réchauffe et que les arbres peuvent traverser ce mur, ce mur ne s'offre plus à eux, donc ce mur recule, les arbres vont peupler, ça va monter, et le sol ne sera plus couvert de neige pendant suffisamment longtemps, et on aura des épisodes de sol gelé, et là c'est la mort de Sanguina. Donc pour qu'elle revienne, il faudrait que la neige revienne, et ensuite que ça soit réensemencé par le vent, voilà, que ça soit réensemencé. Quand la neige fond, elle reste donc dans le sol? Elle reste vivante dans le sol. Alors ça c'est un mystère parce qu'on ne sait pas sous quelle forme. Mais dans son environnement naturel, dans le sol, elle reste vivante. Alors un bloom c'est un chant du cygne. Un bloom, on pourrait se dire, ben voilà, il y en a plein. Mais en fait, la majorité des cellules d'un bloom, leur vocation, c'est de mourir. C'est de mourir en masse. Parce que sinon, l'océan, ça serait une soupe de lentilles. On serait tout le temps dans du bloom. Donc les blooms saisonniers qu'il y a dans les zones arctiques, etc., bon, ben, ces blooms sont saisonniers, donc il y a une pullulation, c'est naturel, il y a une mort massive, ça alimente en biomasse, en matière organique pour d'autres organismes. Et puis, les quelques qui ont survécu vont se propager dans la suite. Ça, c'est la même chose pour Sanguina. On voit des blooms. Ces blooms, maintenant, ils sont annuels. Hein. Il y a des névés que je connais qui, tous les ans, il y a un bloom. Mais la majeure partie des algues meurent. Quelle est l'influence des ultraviolets sur la photosynthèse? Alors, les ultraviolets, ça m'a pas mal occupé, jusqu'à ce que je réalise que vers les pôles, il y en avait moins. Parce qu'en fait, quand on monte en altitude, on monte les ultraviolets. Et si on regarde les mécanismes biologiques, ils sont très très proches de la perception de la lumière bleue. Donc il y a quand on décompose la lumière blanche, vous avez vu, hein, on prend un prisme ou on fait un arc-en-ciel et on ouvre en grand toutes les lumières colorées qui composent la lumière blanche. Ça va du rouge au violet. Il y a l'infrarouge et il y a l'ultraviolet. Les organismes répondent à l'ultraviolet comme ils répondent aussi à la lumière bleue. Il y a un dialogue partagé. Enfin, il y a des mécanismes un peu partagés. Beaucoup de choses ont été dites sur la résistance aux ultraviolets avec l'altitude, mais les mêmes espèces sont en zone arctique et là, l'exposition aux ultraviolets n'est pas si grande que ça. C'est pas un stress environnemental. Donc on cherche une réponse à une question qui ne se pose peut-être pas. Et il y a une littérature récente qui disait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Les ultraviolets sont mutagènes, donc il faut protéger le noyau où il y a l'ADN. Or, moi, quand je regarde mes cellules d'algues en microscopie 3D, le noyau, c'est ce qui est bleu. Le noyau, il est sur le côté, il n'est pas du tout protégé. Donc, je ne vois pas de mécanisme cellulaire à protéger le noyau d'une attaque des ultraviolets. Donc, à la question, les ultraviolets, elle se pose chez beaucoup de scientifiques, mais moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une question. Parce que je n'ai pas d'éléments pour la soutenir. Certes, les ultraviolets montent et nous, on prend des coups de soleil,
1 millimètre de glace, Ghislain Picard, il me dit, mais en 1 centimètre de glace, il n'y a plus d'ultraviolet dans c'est un vrai écran à ultraviolet. C'est tout de suite arrêté par la neige. Donc il faudrait que ça soit une condition intéressante à la surface de la neige. Donc j'ai pas d'éléments, voilà, mais j'ai quand même, au début où je travaillais, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était un des paramètres importants que je voulais considérer. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et j'ai pas d'éléments dans la structure, dans l'architecture cellulaire qui me dit cette cellule est en train de lutter contre des agents mutagènes. Donc quand le sol se recouvre de neige, elles partent du terrain et remontent à la surface de la neige. Elles ont des flagelles. En fait, le stade de vie qui est avant la couleur rouge, c'est une cellule verte avec 2 petits flagelles et elle se promène, elle est capable de se promener à l'intérieur de milieux liquides. Donc, alors les neiges éternelles, ça c'est la présence des algues dans les neiges éternelles, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Il faut de la neige fondante. Pour, en tout cas, Sanguina, il faut de la neige fondante et il faut limiter le gel. Les neiges éternelles sont souvent posées sur du pergélisol. J'ai pas la réponse à cette question, mais il semble qu'il y a peut-être une barrière en altitude élevée, au-delà de laquelle l'espèce Sanguina n'est plus présente. Mais à démontrer. Par contre, d'autres espèces peuvent tenir tout à fait la route. L'algue des glaciers, je ne vous en ai pas parlé, elle s'appelle Ancylonema. Elle est pourpre, elle est presque noire et elle contribue de la couleur grise de la surface des glaciers. Avez-vous une littérature à conseiller? Alors, en littérature, vous connaissez le journal Epsilon? Oui. Epsilon? Oui. Eh ben, le numéro d'octobre traite, le numéro qui vient de sortir, traite de la question. Et dedans, il y a une partie de ce que j'ai dit là qui est décrite. Epsilon, ce sont des journalistes qui étaient autrefois à Sciences et Vie et qui ont décidé de fonder ce journal. Ça bloom? Merci.